Le riz fait partie des traditions culinaires de nombreuses cultures dans le monde et surtout dans 8 pays africains comme le Sénégal, le Bénin, le Gabon, entre autres. Au point que l'Afrique de l'Ouest est ainsi devenue l'un des premiers importateurs de riz au monde. Le riz local peine à valablement concurrencer le riz importé. Et donc, c'est de cette filière que nous allons parler dans ce numéro de l'entretien du jour. Afrique, état des lieux de la filière rizicole, force et faiblesse. Ce sera avec notre invité, Dr Claude Nyakadia. Il est enseignant-chercheur, il est expert, consultant. C'est parti. Alors, Dr Claude Nyakadia, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien et ravi de vous recevoir sur cette émission. Et donc 20% des besoins énergétiques sont donc fournis par le riz. Le riz complet donne un volume important de fibres et plein d'éloges par rapport au riz. Alors docteur, l'année 2004 a été même dite année internationale du riz et le slogan c'était le riz c'est la vie. Alors est-ce que c'est votre avis d'entrée? Bien sûr, le riz c'est la vie. Le riz est cette céréale qui participe beaucoup à l'alimentation humaine, est d'une grande importance. Et effectivement, d'année en année, il y a beaucoup d'efforts qui sont effectués par plusieurs acteurs, les chercheurs, les centres de recherche, ainsi que les producteurs eux-mêmes, pour pouvoir booster cette filière en Afrique et particulièrement dans tous les pays. C'est ça. Et justement, parler de booster cette filière en Afrique, l'Afrique est-elle productrice de riz? Oui, bien sûr. L'Afrique est aussi un continent qui produit beaucoup de riz. Il est vrai, on va parler des pays asiatiques, bien sûr. Oui, mais l'Afrique est aussi dans cette dynamique-là à pouvoir transformer sa filière, à pouvoir développer sa filière pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau de tous les pays. C'est ça. Et justement, comment est-ce que l'Afrique s'y prend jusqu'à date? Si par exemple on veut s'intéresser à vos recherches, qu'est-ce qu'elles révèlent? C'est quoi l'état des lieux? Ok, merci. Et l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait beaucoup d'efforts. Mais dans cette démarche-là, nous allons le dire simplement, il y a effectivement des goulots d'étranglement. Et quand on parle de la recherche rizicole, moi, souvent, je fais la part en deux groupes, à savoir les acteurs principaux, qui sont les acteurs directs, à savoir les producteurs eux-mêmes, les transformateurs, les commerçants aussi. Et maintenant, les acteurs indirects, qui sont les chercheurs au niveau des centres de recherche qui travaillent pour pouvoir... Qui mettent sur pied les variétés, ainsi de suite. Et à travailler un peu sur tout ce qui est conditions climatiques pour pouvoir produire le riz. Alors, les recherches avancent beaucoup, surtout par rapport aux variétés de riz qui seront adaptées à nos conditions culturelles en Afrique. Il est vrai qu'il y a dans la balance ce contrepoids que représente le riz importé, mais je dis que plusieurs centres de recherche travaillent pour pouvoir développer des variétés africaines de riz qui peuvent alors produire ou bien donner de très bons rendements du point de vue rendement productif au champ, comme aussi par rapport aux qualités que le consommateur souhaite pour son riz qu'il veut manger. Alors, par rapport aux recherches, je peux dire qu'il y a plusieurs axes de recherche qui sont développés. Le riz, il faut d'abord mieux l'expliquer. Il y a plusieurs variétés de riz, en partant d'abord des deux grandes espèces qui existent, l'espèce Oryza sativa qui est l'espèce asiatique et l'espèce Oryza glaberrima qui est l'espèce africaine de riz. Alors, et il est vrai que pendant longtemps, on a délaissé ce riz africain parce qu'il ne donne pas de bon rendement productif au champ, tout ça. Mais ce riz a des potentiels. Une simple comparaison, c'est que le riz africain résiste mieux à nos conditions culturelles, mais effectivement est moins productif que le riz asiatique qui, par rapport au riz africain, ne résiste pas à nos conditions culturelles. Alors, pendant longtemps, il y avait eu des travaux qui ont essayé donc de faire des croisements pour pouvoir trouver des riz hybrides. Et les résultats n'étaient pas positifs? Si, bien sûr. Bien sûr, on a trouvé des riz hybrides qui, concentrent ces variétés-là en elles des potentiels du riz asiatique et des potentiels du riz africain. Donc, plusieurs variétés ont évolué. Mais il faut dire que récemment, nous sommes intéressés beaucoup maintenant au riz africain, espèce africaine de riz Oryza glaberrima. Pourquoi? Parce que dans l'évolution des variétés qu'on est en train de créer, on a constaté que soit la variété perd certains potentiels, et soit certains acteurs, à savoir les producteurs et les consommateurs, ne sont pas satisfaits de certains caractères. Alors, nous nous sommes dit,
est-ce qu'il ne faut pas revenir alors au donneur principal du potentiel, qui est le riz africain, Oryza glaberrima, pour revoir encore un peu ses potentiels et de voir quelles sont encore les lignes de système d'amélioration variétale qu'on peut encore créer pour exploiter à fond ses potentiels, pour pouvoir améliorer le riz asiatique et donc proposer aux producteurs des variétés de riz qui soient non seulement adaptées à nos conditions, qui puisse satisfaire aux aspirations du producteur et également du consommateur. Alors justement, on se demande pourquoi est-ce que le riz local n'arrive pas à tenir, parce que bon, nous avons les saisons qu'il faut. Hein. Je crois que la nature nous a gâtés. Dans nombre de pays africains, la nature nous a gâtés. Nous avons plusieurs saisons de pluie. Nous avons donc les conditions climatiques qui sont réunies normalement pour la production. Mais on n'a pas vraiment l'impression que c'est une filière. On n'en entend pas vraiment parler, comme par exemple le cacao, comme par exemple d'autres... Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de goulot d'étranglement. Il est vrai, bien avant cette question de changement, de variation climatique, ainsi de suite, il y a un facteur important dans cette filière aussi, c'est les décisions politiques. C'est les orientations politiques qui constituent aussi un grand facteur qu'il ne faut jamais oublier quand on veut parler, bien sûr, de l'évolution de cette filière-là. Parce qu'il y a des décisions qui vont accepter certaines variétés importées pour pouvoir les proposer aux producteurs. Il y a les centres de recherche qui font des efforts et ça devient alors un contrepoids dans cette balance. Donc, si bien que les centres de recherche peuvent faire 1000 efforts, proposer des variétés, mais si les décisions politiques ne valident pas, ne l'accompagnent pas pour pouvoir faire la vulgarisation, la distribution de ces variétés, l'adoption de ces variétés au niveau des producteurs, il y a toujours un problème. Sinon, des essais que nous faisons beaucoup, souvent au niveau de la recherche, montrent des résultats nets qui quand même donnent un espoir que le riz africain peut nourrir toute l'Afrique. En tout cas, comment se présente aujourd'hui la chaîne de valeur de la filière aujourd'hui? Alors, la chaîne de valeur, en parlant de la chaîne de valeur, nous prenons en compte tout ce qui est maillon au niveau de la filière, même depuis la production de la semence. Parce que le producteur qui veut produire et bien produire son riz de qualité et avoir un bon rendement doit avoir une semence de qualité. Donc tout part de là. Donc il y a les chercheurs qui travaillent pour pouvoir développer des semences de qualité. Maintenant, au niveau des producteurs, non seulement ils ont les semences de qualité, mais il faut qu'ils maîtrisent aussi les conditions de culture. Donc, il y a des recherches qui leur proposent également des techniques de culture, de production qui puissent optimiser ou bien qui puissent leur permettre d'optimiser leur rendement. Là, nous passons également aussi au niveau des techniques de récolte, des techniques de transformation ou bien de traitement post-récolte. Tout ce qui a comme vannage, tout ce qui a comme décortiquage, tout ce qui a comme polissage ou bien même le tri est là. Ça, c'est un aspect très important dans la transformation du riz parce que le riz prend sa valeur quand le riz est bien trié, quand le riz est joli, quand le riz est propre. Parce qu'il faut un aspect marketing aussi, il faut une attractivité. Voilà, il y a cet aspect organoleptique là, que le consommateur, qui est peut-être l'acteur qui est au bout de la chaîne, qui veut du riz qui soit du riz propre, bien présenté, ainsi de suite. Donc, et tout part donc des qualités, bien sûr, de fonctionnement de tout ce qui est comme machine au niveau des rizeries. Donc, s'il y a de très bonnes machines au niveau des rizeries et qu'il y a de très bons techniciens, le riz est bien vanné, le riz est bien décortiqué, le riz est bien trié et on a du riz de bonne qualité. Donc, le secteur la chaîne de valeur, aujourd'hui, à chaque niveau de cette chaîne-là, il y a des recherches, il y a des résultats, il y a des propositions, il y a des techniques. Il ne reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'à que la politique accompagne pour qu'il y ait de la vulgarisation et pour que tout puisse aller au niveau des producteurs, même qu'il y a au niveau des frontières. C'est ça. Voilà. Mais docteur, les importations sont-elles positives pour la filière? Je ne parle pas d'importation de semences, importation de riz. Du riz. Bien sûr, si nous sommes dans cette dynamique-là de sécurité alimentaire, de pouvoir produire pour toute la population, je crois que nous devons commencer par réduire ces importations-là.
Et bien sûr, ça se base, quand on parle d'importation, c'est un grand marché, c'est de grandes négociations, ça appelle également les politiques, comme je l'ai dit. Il y a des lobbies. Il y a des lobbies, voilà, il y a des lobbies. Donc, si nous voulons vraiment travailler, je pense qu'il faut réduire ces importations pour donc donner la chance à nos producteurs de pouvoir vendre leur riz, de pouvoir produire beaucoup, parce que le producteur qui produit cette année, il n'arrive pas à écouler. L'année prochaine, n'attendez pas qu'il fasse alors la même superficie. Il va peut-être penser à une autre spéculation pour pouvoir gérer ses conditions économiques, et ainsi de suite. Donc, il y a cette politique-là. Nous devons réduire les importations et donc produire suffisamment au niveau local pour que la population puisse trouver le riz disponible et de bonne qualité surtout. Et c'est ça, justement, quand on parle d'autosuffisance alimentaire et par rapport au riz, réduire les importations, mais dans le même temps, on n'en a pas assez pour nous-mêmes. Déjà, c'est vrai qu'il y a un problème de marketing, d'information par rapport au riz local. Il y en a même au Bénin qui ne savent pas qu'on a du riz au plan local. Et également, dans le même temps, nous avons le géant d'à côté, le Nigeria, qui vient s'approvisionner au Bénin en riz. Alors, dans le même temps, où est-ce que nous allons trouver, où est-ce que les Béninois vont trouver du riz local si le peu qui est produit doit être en même temps exporté? Alors, je crois que l'exportation n'est pas a priori une mauvaise option. Parce que si vous produisez bien et la population est nourrie, alors pour le marché économique, vous pouvez donc alors exporter le riz et vendre. Donc, le Nigeria constitue bien sûr un grand marché. Et je crois que c'est déjà même aussi une opportunité. Donc, nous devons aussi travailler pour pouvoir mettre à profit ce géant d'à côté. Ça veut dire que les producteurs, nos producteurs, à dire localement, s'ils arrivent à produire normalement, à produire le riz de bonne qualité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mettre le point au niveau de chaque maillon pour que le riz qui sort du champ soit le riz de bonne qualité. Alors, maintenant, si c'est en grande production, nous pouvons donc alors satisfaire les besoins locaux et aussi exporter. Maintenant, satisfaire les besoins locaux est aussi lié à la demande. Maintenant, le consommateur, le Béninois, est-ce qu'il est prêt à consommer le riz local? Il y a le travail, il y a un travail d'information et de sensibilisation qu'il y a à faire pour convaincre le marché béninois lui-même pour qu'il s'adapte. Sinon, les producteurs font beaucoup d'efforts. Voilà, justement, parce que dans le même temps qu'on exporte le riz local, dans le même temps, on importe énormément et c'est le riz importé qu'on mange, dont on n'est pas sûr de la qualité du tout. D'ailleurs, il y a eu justement un expert du Nigeria qui l'a dit, ils ont eu à faire des études en Asie et ça leur a ressorti que c'est du riz. Enfin, il y a beaucoup de riz destiné au bétail, qui arrive en Afrique. Et c'est ça que les Africains prennent. Donc, comparé à ça, le Nigeria a dit, on préfère ne plus prendre du riz là-bas, on va dans les pays voisins. Donc, finalement, c'est nous qui perdons. Nous vendons du riz de bonne qualité pour prendre du riz de bétail. Donc, du coup, ça donne à réfléchir un tout petit peu. Voilà, exactement. Et c'est ça que les grandes questions qui se retrouvent chaque fois dans le cercle, bien le panier des décisions politiques. C'est ça. Et je crois que si ces décisions politiques accompagnent, les producteurs seront bien accompagnés, la production sera très bien distribuée, le consommateur va trouver du riz localement et donc va se débarrasser du riz importé. C'est ça, on espère en tout cas. Docteur, on est déjà à la fin de l'émission, mais très rapidement, est-ce qu'il y a du riz en plastique? Non, il n'y a pas. Nous avons vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Je tenais quand même que vous nous en disiez un mot. Il peut y avoir du riz plastique parce que si on fait un pas et on tombe dans les caractéristiques technologiques et alimentaires du riz, le riz plastique va au feu, le riz plastique, même sur la langue, qu'est-ce que ça va donner? Au fait, non, il n'y a pas du riz plastique. Merci, docteur. Il n'y a pas du riz plastique. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. C'est donc la fin de notre page invité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle, notre invité a pour nom Claude Nyankadja. Il est enseignant-chercheur, il est expert, consultant également. Avec lui, il s'est agi de parler de l'Afrique et donc de l'état des lieux de la filière risicole, les forces et faiblesses. Merci de nous avoir suivis. Merci.